suis un gros fan. Un gros fan de Marc Boisclair. Qui demande dans quel monde Tim Stutzle est-il meilleur que Nick Suzuki? Nick Suzuki est de loin un joueur plus complet et il est en voie de surpasser en production pour une deuxième année de suite. Is this a joke? J'ai rien à ajouter. Mais il m'enlève les mots de la bouche. OK. Alors, Mathias, je te recommande de t'installer devant des matchs des Sénateurs d'Ottawa puis de regarder le contrôle du jeu que Tim Stutzle a dans un match. Okay. L'impact qu'il a dans un match. Tout ce que tu entends du commentateur, c'est son nom. Toute la partie. OK. Il virevolte partout. Il crée des jeux. Il revient dans sa zone. Il déjoue tout le monde. On croirait il lance au but. T'entends parler de Lenatun? Il virevolte. Oui, c'est ça. C'est ça. Regarde. Non, c'est un bon joueur gadget. Puis tu sais, comme je t'ai dit la semaine passée, Mathias, si Stutzle joue à Montréal puis Suzuki joue à Ottawa, tu me dirais que Stutzle est meilleur. Non, arrête de... Non, mais non, c'est ça. Arrête de mettre des mots dans la bouche. Alors d'abord, tes arguments, c'est quoi? Donne-moi ton argument pour dire que Stutzle n'est pas meilleur que Suzuki. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le jeu de Stutzle que tu aimes dans le jeu de Suzuki? J'ai pas dit que je ne l'aimais pas. Non, qu'est-ce que tu aimes moins dans son jeu Marc que dans le jeu de dit, Suzuki? Suzuki est meilleur défensivement. OK. Il produit davantage offensivement. Oui, meilleur défensivement. OK. Ouais. OK. Puis il produit davantage Ça, offensivement. meilleur défensivement, tu penses que ça peut être un mythe un peu, ça? Non. Il joue en infériorité numérique. Oui. Stutzle joue-tu en infériorité numérique? Non. Mais l'affaire, c'est que... Stutzle, as-tu eu plus de points que Suzuki l'an dernier? Est-ce que Stutzle a eu plus de points que Suzuki l'an dernier? Pas l'an dernier. Est-ce que Stutzle a plus de points que Suzuki cette année? Non. Est-ce que Stutzle joue en infériorité numérique? Non. Aucune autre question, votre honneur. OK. Alors, moi, je te dis, regarde la partie puis regarde qui contrôle le jeu plus que l'autre. On va y aller avec Simon Lerat. C'est ça. Ben, il y a quelqu'un avant lui, là. Ouais. Ah, il y a Julien Brochu. Ouais. Excuse-moi, j'étais focusé sur Lerat, je sais pas pourquoi. Wow. Une ambiance à couper au sabre. Julien Brochu. Si David Reinbacher s'avère un top... Reinbacher. Reinbacher. Pas de la pluie, là. Reinbacher s'avère un défenseur top 4 et que le repêchage de 2023 s'avère un repêchage avec beaucoup de joueurs offensifs de qualité. Je considérerais le choix de Reinbacher comme une déception. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Mais d'abord, c'est qui les joueurs offensifs de qualité? Là, tu as Michkov qui est en train de faire une dépression à Tuckett à Philadelphie. C'est qui les gros joueurs après lui? Bon, c'est justement... Là, tu vois, je rejoins Mathias là-dessus, Julien. Oui, théoriquement, si Reinbacher devient un top 4, puis qu'en 2023, il y a 4-5 joueurs offensifs choisis tout de suite après lui qui deviennent des vedettes, oui, tu parles de déception, sauf que là, je regarde en arrière de lui, puis tu sais, je vois pas Ryan Leonard devenir une vedette, je vois pas Nate Danielson devenir une vedette, je vois pas Dvorsky devenir une vedette, je vois pas Daniel Butt, Zachary Benson devenir des vedettes, Braden Yeager. Tu sais, le seul qui pourrait le chauffer, c'est Michkov, puis Michkov, ben il y a... Ben, Michkov, c'est Michkov. C'est compliqué de ce temps-là. C'est compliqué. Michkov, c'est Michkov. Alors, je pense que, oui, théoriquement, ça serait une déception, mais pour ça, ça prend des joueurs offensifs qui justement, sont pas transcendants. Un potentiel. Qui ont un potentiel, mais là, il n'a pas beaucoup. Là. Puis Reinbacher mérite un rappel bientôt. Pardon? Personnellement, je trouve qu'il mérite un rappel bientôt, Reinbacher. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue 25 minutes à Laval. Ouais. Il n'a pas joué beaucoup dernièrement. Engstrom fait job. Ouais. Ah oui, Fait que, oui. Il y a plein de blessés, puis de rappels, puis de suspensions. Puis, là, fait que, je veux voir Engstrom continuer à jouer dans la Ligue nationale Moi parce aussi. que là, il commence à prendre confiance. moi aussi, retournez le pas en bas. Non. Tournez-le pas en bas. Simon Lerat. Ah, tiens. J'ai une question sur une anomalie du repêchage. Le défenseur Mark Streit, qui a été repêché à l'âge vénérable de 26 ans. Est-ce que de repêcher un joueur dans la mi-vingtaine est encore quelque chose qu'on pourrait voir de nos jours? Ou est-ce que les recruteurs ont un peu de temps à consacrer à ce genre de joueur? Bien, on ne peut pas voir ça de nos jours parce que le règlement a été changé. Et maintenant, tout joueur qui n'est pas repêché à partir de l'âge de 21 ans, donc 21 ans, c'est la dernière année qu'un joueur européen peut être repêché, devient joueur autonome. Alors, tu ne verras pas, à moins d'un changement de règlement, des joueurs de 26 ans repêchés. Ils vont simplement des joueurs autonomes que les équipes vont signer. Exemple, il y a quelques années, Artemi Panarin en était un. Voilà. Ouais. Eric Blackburn. Salut Snake. McKenna a plus de difficultés que Celebrini dans la
NCAA. J'ai entendu dire que McKenna est 25 livres plus léger que Celebrini. À quel point ça peut expliquer les problèmes de McKenna comparé à Celebrini? Bien, c'est sûr que McKenna, c'est beaucoup moins costaud que Celebrini l'était à l'époque, mais je pense également que tout... Tu sais, Celebrini et McKenna, ça se compare même pas. Je te parle au même âge. Non. Celebrini, attention, on était allé à Burlington de oui. voir. Ah oui. Écoute, le gars, joueur de centre, chaque fois qu'il était sur la glace, il provoquait des choses, il rendait les autres meilleurs. Il était le plus jeune joueur de la NCAA. Donc, pour moi, c'est pas juste une question de physique, c'est une question de tout. Tu sais, en anglais, il y a quelque chose qui s'appelle, dans l'analyse des joueurs, souvent, puis au baseball, on retrouve beaucoup ça dans les rapports, le make-up d'un joueur. Le make-up, autrement dit, c'est tout ce qui entoure le joueur, toute son éthique de travail, toute sa façon d'interagir sur la glace avec les coéquipiers. Tu sais, Celebrini, je l'ai souvent dit, c'est un joueur créé par l'intelligence artificielle. Puis, Eric, tu sais, McKenna n'a pas plus de difficultés. Il y a des difficultés, tandis que Celebrini, lui, il dominait. Exactement. Mathieu Lisotte. Dans un article de la presse à propos de Crosby, Max Talbot décrit Sid comme un grinder de luxe pour parler de sa combativité et le fait qu'il pourrait jouer n'importe où dans un alignement et dans toutes les situations, powerplay ou piqué. Je me souviens qu'à l'époque du blog de Mathias, Snake affirmait à peu près ça et qu'il était l'objet de nombreuses critiques qui considéraient que c'était péjoratif. Est-ce que Simon pourrait nous expliquer pourquoi il décrivait ainsi et qu'est-ce que ça représente pour lui? En quoi c'est une qualité ou une limite? Oui, j'avais commencé à affubler de surnoms des joueurs de la Ligue nationale. Puis, j'avais donné le surnom affectueusement à Crosby, parce que j'aime beaucoup Sidney Crosby, de plombier, avec un P majuscule. Parce que, selon moi, puis je suis content que Max en parle, rappelle, ouais. Tu sais, quand on dit plombier, grinder, c'est parce qu'à la base, le trait qui va ressortir de Sidney Crosby, puis ça, c'est positif, c'est que c'est un travailleur infatigable. Ouais. Ajoutez à ça un talent exceptionnel. Alors qu'il y a des joueurs... Mais est-ce qu'il y a nécessairement les mains, le coup de patin, l'élégance de certains autres joueurs célèbres dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey? Peut-être pas autant, mais c'est un joueur qui est tellement... Tu sais, il est tellement impliqué, il est tellement complet. On le voit, là, ça fait 21 ans qu'il joue là. Ouais. Fait que c'est pour ça que je l'avais surnommé le plombier, mais le plombier dans le sens, tu sais, c'était vraiment ben, lui, il parle de grinder de luxe. Moi, je te dirais le plus grand plombier de tous les temps dans la Ligue nationale de hockey. Là, j'espère. Parce qu'habituellement, ces gars-là vont faire 8-10 buts par année. C'est des valeureux guerriers. Mais là, on parle d'un gars qui a gagné des championnats de compteur. Marc Messier aussi aurait pu... Marc Messier était plus rapide, moi, je te dirais, Peter Forsberg se rapprocherait de ça. Wow. Peter Forsberg se rapprocherait de ça. C'était un gros travail à Peter Forsberg. Félix Villeneuve. Pensez-vous que les équipes canadiennes vont avoir une réticence à repêcher des joueurs américains dans le futur? Les Américains semblent avoir tendance à vouloir quitter les équipes canadiennes. Moi, je pense que non. Attends, est-ce qu'on parle de LNH ou de junior, là? On parle de LNH, oui. Moi, je pense que... on parle des équipes canadiennes, tu sais, comme, mettons, Vancouver, Quinn Hughes qui est parti, puis... il y a Matthew Tkachuk qui est parti de Calgary. Je pense que c'est ça que Félix veut dire. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont signé des contrats. Oui, à Montréal, là, il n'y a pas de problème. Là. Non, avec Caulfield, Hudson, c'est ça. Ouais. Donc, regarde, je pense que c'est tout simplement circonstanciel. Il ne faut pas oublier que les équipes canadiennes n'ont pas eu beaucoup de succès en général dans les 20-25 dernières années. Alors peut-être que les joueurs quittent justement parce qu'ils veulent aller pour une équipe qui a plus de succès, mais c'est pas nécessairement parce que l'équipe est située au Canada ou pas. Oui, il y en a qui préfèrent jouer aux États-Unis, on s'en cachera pas, mais je pense pas nécessairement que ça soit ça n'empêchera pas une équipe canadienne de repêcher un joueur américain. Blais Dominique. Salut, est-ce que les Canadiens auraient dû échanger l'an dernier Jake Evans contre un deuxième choix et David Savard contre un deuxième choix au risque de ne pas avoir fait les séries? Ben, premièrement, je pense pas que David Savard aurait rapporté un choix de deuxième. Non. Mais dans le cas de Jake Evans, la réponse est oui, 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 encore oui, et oui, oui, oui. Il aurait dû échanger ce gars-là quand sa valeur était au top et que le gars jouait au-dessus de sa tête, il marquait des buts comme il n'en a jamais marqué puis qu'il n'en remarquera plus jamais. Et regarde, moi, je l'avais donné mon opinion là-dessus. Quand un joueur de soutien a une valeur supérieure, extrêmement supérieure à ce qu'il vaut en réalité ou ce qu'il va valoir dans le futur, tu l'échanges.
gestion des actifs. C'est quoi les chances de mettre la main sur un Jake Evans au deuxième tour? Non, je te pose une vraie question. C'est avec les choix de deuxième tour. Tu penses pas qu'il aurait pu obtenir plus que ça? Je l'aurais fait pour un choix de premier tour. Mais un gars comme Jake Evans, qui a quand même son utilité à Montréal, même s'il y a un début de saison difficile. Donne-moi le choix de deuxième. C'est quoi tes chances? Donne-moi le choix de deux. Parce que c'est quoi, un Jake Evans, ça signe le 1er juillet. Who cares? Non, ça signe le 1er juillet. Trop cher, là. Non, ça signe le 1er juillet, puis il y en a 1 million qui traîne. Puis là... Puis sais-tu quoi? Un gars comme Jake Evans, là, c'est que un choix de deuxième tour, le d'or que tu lances, t'as quand même des chances d'aller chercher mieux que Jake Evans. Ça, c'est le virtuel. Oui, mais si tu avais dit ça, Brett Kulak, là, si on avait dit ça, là, on va regarder Brett Kulak, c'est un bon joueur défensif qui va nous aider à faire les séries. En quelle année? Non, admettons que, tu parles du choix de deuxième tour, moi je suis ton raisonnement. Ouais. Brett Kulak, mettons, c'est cette année, là, 2025, là. On va le garder, Brett Kulak, qui est bon défensivement. Est-ce que le Canadien va chercher les Knudsen? Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que Kulak, ils l'ont échangé alors qu'il était dans la cave. C'est pas ça. Non. Là, tu m'as dit, c'est quoi tes chances d'avoir un bon joueur dans le deuxième tour? Ils sont très rares. Puis là, je t'explique que tu as la direction du Canadien qui a un vestiaire, qui a Nick Suzuki, que cette gang-là veut faire les séries. Puis tu dis, Jake Evans, tu as peut-être un choix de 2 ou de 3. T'aimes mieux le garder, puis faire les séries, puis avoir un vestiaire content, quitte à avoir un choix de 2 qui... Il y a des fois que ça vaut la peine, puis il y a des fois que ça ne vaut pas la peine. Puis être pogné pour 4 ans après ça à 2,8 millions avec un joueur qui apporte absolument rien. Hier, il a quand même shutdown McDavid. Hier, il a quand même shutdown McDavid, c'est pas rien. On a le droit de ne pas être d'accord, Simon, c'est correct. Il a joué un bon match hier, c'est vrai. Ah oui, un bon match. Il a shutdown McDavid. Personne d'autre peut faire ça. OK, next. Il y a un mépris vous autres, puis, non, mais vous pour autres, le col bleu. Non, j'aime ces joueurs-là, mais je les gérais de façon froide. Oui, mais froid, il faut que... Oui. Regarde, Drury aux Rangers, là, oui. Il gère de façon froide. Puis son vestiaire est sans dessus-dessous. Ah, puis tu penses que c'est à cause... Ça n'a pas aidé. Barclay Goodrow puis les autres, il a traité ça comme des machines. David Savard a raison pourquoi il n'a pas été changé. Puis là, tu l'as dit tantôt, il n'y aurait pas eu un... C'est dans la culture aussi de dire on traite bien nos joueurs. Il veut finir la saison à Montréal. On va l'accommoder. Tu sais, ça vaut-tu un choix de quatrième tour? Fait que ta culture, ça t'amène encore de finale. OK, next. Ben là, c'est sûr qu'avec un club qui n'était même pas supposé faire les séries, regarde. Tu sais, là, la culture, à un moment donné, là, je peux te donner un paquet d'exemples dans l'histoire du sport de clubs où ça se battait dans le vestiaire puis ils ont gagné la coupe. Ouais. Puis les séries mondiales puis les Super Bowls. Parfait. Bon. Joe Montana puis Steve Young ne pouvaient pas se sentir, ils ont gagné 2 Super Bowls. OK. Bon. Là, tu me sors Joe Montana puis Steve Young pour me justifier le fait qu'il aurait dû changer Jake Evans. Puis, regarde, non, mais la culture... dire comme Snake, next. La culture, ça, c'est des affaires de... En tout cas. Prends-toi une gorgée. Next. C'est allez, des affaires qui peuvent faire triper les sentimentaux. Allez. Une belle petite gorgée. Ah! Ça dit bien, hein? William Bellan. Quelle serait votre stratégie pour le reste de la saison concernant les gardiens du CH? Je sais qu'il est beaucoup trop tôt pour dire que Fowler va terminer l'année et que l'échantillon est très petit, mais il semble confiant dans son filet. Je veux surtout l'avis de notre cher gardien Pag qui doit tant trouver Fowler incroyable. Oui, mais il y a un petit peu d'ironie, tu sais, qu'il doit tant trouver Fowler. Non, il n'y a pas d'ironie. C'est une non, mais il sait que Pag s'énerve avec les goalers. Pourquoi tu minimises? On a une question pour Pag. Mais tu devrais te réjouir. Ben oui, mais je veux qu'il réponde. Je dis qu'il se fait... Il se fait un petit peu taquiner par William. Oui, tu scrapes pas son char, mais tu passes la clé sa peinture. Vas-y, mon beau Pag. Une question pour toi. Let's go. Ben merci, William, pour ta question. Moi, personnellement, je trouve qu'il manque... Il manque quand même d'expérience à Jacob Fowler, puis il mérite de jouer beaucoup de minutes dans la Ligue américaine, un peu pour la même raison que David Reinbacher. Puis pourquoi je dis ça, c'est que je trouve qu'il n'a pas encore compris, sans dire qu'il n'a pas encore compris, je trouve qu'il n'habite pas encore son demi-cercle comme il pourrait le faire au complet. Je trouve qu'en ce moment, à des endroits où il est à 100%, il pourrait être à 100% dans le demi-cercle, il l'utilise aux 3/4, ce qui fait qu'il est très habile pour contrer des tirs sur réception ou d'utiliser ses réflexes. Mais je trouve qu'à long terme, ce genre de technique-là, ce que ça peut faire en sorte, c'est que vu que tu es moins techniquement, tu scelles moins les issues pour la rondelle de passer,
tu offres plus la chance à te fier sur tes réflexes. Puis à long terme, je trouve que ça peut user un gardien. Vague. Je trouve Dobèche, dès qu'il fait un déplacement, il habite plus son demi-cercle. C'en est un qui ne l'habite pas, son demi-cercle, il est rendu de l'autre bord du but. Mais, Au Mathias, moins, on en a un qui l'habite, son demi-cercle. si tu prends par exemple hier contre les Oilers, hier était beaucoup plus précis dans ses déplacements, Jacob Dobèche. Oui, mais ça... Attends, je fais pas de comparaison entre les deux. Ouais. À long terme, j'aime beaucoup mieux Jacob Fowler. C'est pas ça que je dis. Je vais juste dire qu'il a besoin d'expérience pour mieux habiter avec les professionnels parce que ça va vraiment vite. Puis on l'a vu contre les Rangers, il y a des subtilités qu'il n'a pas encore habité. Yeah. Cependant, contre les Pingouins, il a été dominant. Je l'aime William, bien, là, moment. il veut savoir que c'est que tu ferais le reste de l'année avec les gardiens du CH. Il veut pas une Ben là, description il l'a dit, de il renverrait Fowler. Fowler dans la Ligue Ben, américaine. c'est ça. Puis toi? C'est ça. Moi, Fowler, écoute, le ménage à 3 gardiens, je suis pas fort là-dessus. Je pense que je le renverrais dans la Ligue américaine moi aussi. Un peu pour les mêmes raisons que toi, là, même si je le verbalise pas de façon aussi scientifique. Écoute, c'est quand même une patate chaude, là, parce Ouais, que c'est une là, tu vas patate chaude. Ouais. tourner avec... Tu le sais que Dobèche, là, il va en avoir une autre mauvaise bientôt. Faut juste pas qu'il semble joue. pas se retrouver. Mathias, faut juste pas qu'il joue au yo-yo avec lui. C'est sûr. Faut pas qu'il le rappelle, puis qu'il faut C'est faut sûr. pas jouer comme ça. Mais c'est là. une excellente idée d'y avoir fait goûter à la Ligue Oui. nationale parce que là, il va Oui. savoir comment se préparer puis réagir Mais pour si la tu suite. le retournes à Laval, laisse-les là pour un bout de temps. Mais Absolument. c'est surtout une excellente question de William Bélan. Très bon. Absolument. Frédéric Roy. Snake, je suis du même avis que toi que concernant Oliver Kapanen, le joueur en soi ne possède pas vraiment d'habiletés individuelles qui ressortent du lot, mais mis à part un bon lancer. Par contre, avec un échantillon d'une trentaine de matchs, il semble avoir un certain talent pour se démarquer dans l'enclave, où il marque presque l'entièreté de ses buts. Je comprends qu'il joue avec Demidov depuis le début de l'année, mais le gars est souvent à la bonne place et au bon moment. Il n'a pas peur d'aller jouer dans le trafic et il s'agit quand même d'une qualité intéressante pour un joueur de hockey. Est-ce qu'il y a un monde où Kapanen se trouve un rôle sur un middle six dans la Ligue nationale ou s'agit-il, selon toi, d'une simple séquence chanceuse dans son cas? Ouais, c'est intéressant comme description parce que le genre de but que Kapanen marque, puis on en a vu un l'autre jour à 2 contre 1, c'est le genre de but qu'il marquait justement en Suède. Oui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il est découvert. Puis là, tu dis, oups, puis là, il fait un lancer, puis elle rentre. Il n'y en a pas beaucoup chez le Canadien. Elle rentre qui- solide. ouais. Ça, c'est sûr. Le problème que j'ai avec un joueur comme ça à long terme, c'est pour ça que j'attends d'avoir un plus gros échantillon pour voir qu'est-ce qui va se passer avec ce joueur-là, c'est qu'en dehors de ça, il ne fait pas grand-chose. Alors c'est pas nécessairement que c'est une séquence chanceuse, c'est juste que est-ce que ce genre de circonstances-là, qui lui permet d'être opportuniste, va se répéter tout le temps, à chaque année où il y a un très gros pourcentage de réussite, Ouais. les buts par rapport au lancer. Donc, ça veut dire que on dirait que quand il lance au but, ben, c'est pour compter. Tu sais, il est bien placé et c'est pour compter. Mais des taux de réussite de 20 ça peut pas durer. Fait qu'à un moment donné, c'est le genre de joueur, des fois, moi j'ai vu ça par le passé, où la saison suivante, il pouvait marquer 4 buts. Ouais. Après ça, il revenait l'automne d'après, il en marquait 20. Il y a un truc, par contre, je trouve qu'il s'améliore défensivement. Puis je ne l'aimais pas défensivement en début de saison. Je trouve que plus ça avance, plus tu vois qu'il gagne confiance dans les 3 zones. Mais pour moi, c'est pas un joueur de milieu d'alignement. Pour répondre à la question de Frédéric, ce n'est pas un joueur de milieu d'alignement. Pour moi, c'est un 4e trio qui peut jouer en désavantage numérique puis marquer quelques buts. Bon, l'avenir nous le dira. Frédéric Gingras, Laporte. Ça pourrait être le début d'une vente de feu à Vancouver. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que le Canadien devrait cibler chez les Canucks? Est-ce que tu irais chercher Elias Pettersson? Non. Et pour la bonne et simple raison qu'à 11,6 millions, ça n'a aucun sens. Parfaitement d'accord. Puis c'est un gars, tu sais, on se plaint souvent que le Canadien est trop soft, là. Tu rajoutes Elias Pettersson dans les séries éliminatoires. Ça, c'est ça. Alors, j'en veux pas. Je regarde le reste de l'alignement. Ben, Dobèche aurait un partner dans le vestiaire après des fêtes. Oui. C'est pas Garde, il y en a qui parlent beaucoup de Kiefer Sherwood, là, qui a une bonne saison en ce moment. Puis bon, c'est un joueur Lui, robuste et tout. Le problème, c'est qu'il veut passer à la banque C'est à la ça. fin de l'année. C'est Puis ça. Le Canadien ne va pas vouloir... Il n'y a pas 28 ans, une affaire de même? Puis, Il y a 30, là. tu sais, les gars comme Philippe Ronek, Connor Garland, Brock Besser, c'est des bons joueurs, mais ça ne cadre pas avec ce que le Canadien est en train de bâtir. Alors, réponse courte, non. Yann Labonté. Pensez-vous que le Canadien gagnera une coupe avec 2 gars en bas de 5 pieds 10?
Personnellement, je ne pense pas. Un des deux devrait partir pour aller chercher une pièce manquante. Exemple, Huberdeau contre Tkachuk, Team Snake, moins de jeu de mots. Oh. Des beaux Ouch. hashtags, hein? Toi, t'as choisi la question pour la question ou pour le Team Snake puis Team moins de jeu de mots? Les deux. Les deux, hein? Les deux. Je m'en doutais bien. Mais je la trouve intéressante quand même parce que c'est vrai qu'on parle souvent de cette histoire-là de deux gars en bas de 5 pieds 10, blablabla. Moi, je te laisse répondre à celle-là. J'ai assez parlé de ça. C'est jamais arrivé dans l'histoire? Faudrait faire le tour. Là, Oui, puis il faudrait faire le tour de l'impact de ces joueurs-là, puis il faudrait regarder l'époque aussi. Une Là, équipe n'a jamais gagné? Remonte-moi pas en 1952. Là. Non, ben non. Mais mettons des 30 dernières années. Il Une faudrait équipe regarder. n'aurait jamais gagné avec 2 joueurs de 5 pieds 10 et moins. Oui, mais est-ce que c'était des joueurs d'impact? Tu sais, si c'est le 7e défenseur puis un gars de 4e trio, on parle pas ici de ton meilleur marqueur et de ton défenseur le plus Caulfield n'est pas productif. la locomotive de ton trio. C'est un marqueur. Non, mais c'est un joueur d'impact. Alors, la question est de savoir, est-ce que tu vas gagner avec 2 joueurs d'impact en bas de 5 pieds Est-ce que 10? DeBrincat était à Chicago déjà quand ils ont gagné la Coupe? Non. Non. Parce qu'il y avait Duncan Non. Keith. Non. Calmons-nous. Alors, regarde, c'est ça. Le hockey a changé quand même. Le hockey, Non, je le te dis hockey pas qu'il en en faut série plein. brasse encore. Oui, Le mais- hockey en série brasse encore, Mathias. 2 joueurs. C'est beaucoup. On pourrait être les premiers. Je veux dire, le Canadien pourrait. Oui, attention, parce que Oui, plus le Oui, temps, c'est Chris fâché. Paul C'est n'aimera pas pour ça. ça que je veux savoir. Jeff Chaput. Dans le cas de Slavkovski, tout le monde a bien vu qu'il semblait s'épanouir à la gauche de Kapanen et Demidov. La majorité des analystes disaient que c'était parce qu'il était gêné avec Suzuki et Caulfield. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Serait-il possible que ce soit parce qu'il joue à gauche et qu'il est donc sur son côté fort pour passer et pour sa vision? Un compteur comme Caulfield est sûrement avantagé de jouer de l'autre côté car il peut exploiter son tir. Mais Slavkovski semble plus être un passeur et Demidov ne serait-il pas mieux à gauche afin d'exploiter au maximum ses habiletés? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements quand même là, dans un match. Puis tu remarques beaucoup de sorties de zone, de récupération de rondelles. Slavkovski aussi était à droite, même avec Kapanen et Demidov. Fait qu'il y a tellement de... Puis avec le système de jeu Regarde, je ne rentrerai pas dans le système de jeu de défensif du Canadien, mais il y a tellement de mouvements que je trouve qu'il y a beaucoup de fluidité. Là. Je ne sais pas si, moi, ce que tu en penses. Là. Oui. Moi je vais simplement ajouter mon grain en disant que j'aime beaucoup le duo Slavkovski-Demidov pour l'avenir. Voilà. Il trouve un moyen de... Bang! Ah ouais, c'est Quoi? Kapanen. Ah non, mais je veux dire, Ouais. non, j'aime le duo. Ah ouais. Point, là. Ça, par rapport, quand même, que ce serait un autre joueur de centre, j'aurais dit la même chose. Non, je comprends. Dave Bernard. Doug Armstrong décide de se retirer de son poste de DG d'Équipe Canada et vous demande de lui composer une équipe pour les Jeux olympiques. Il met en charge de l'offensive le Snake, donc pour 12 joueurs, la défensive à Mathias, 6 défenseurs et les filets à Pag, 3 gardiens. De quels joueurs votre formation serait-elle composée? Pag, gardien de but, on va commencer. OK. Ben, écoutez, c'est pas super riche en qualité de gardien Non. ces temps-ci. Fait que Non. la sélection s'est arrêtée. Ma sélection s'est arrêtée, puis je ne le dis pas dans l'ordre, là, mais avec Mackenzie Blackwood, Oui. Jordan Bennington, puis Logan Thompson. OK. Ouais. C'est bien. Je pense que ça Ça a de l'allure. Oui, ça a bien de l'allure. Et toi, Mathias, tes défenseurs? Mes défenseurs, moi, c'est Mike Madison, Kaden Goulet, Noah Dobson, Macar, on n'a pas le choix, Devin Taze, et je compléterai ça avec Bryce Pickford. Non, sérieusement, Oui. c'est juste pour faire réagir le beau Snake. Parce que j'ai mis ça dans mes feuilles. Là. Je dois avoir ça en quelque part. Ah, là, voilà. Écoute, Taze Macar, c'est un duo naturel. Ouais. Morrissey Parayko aussi, c'est un... Et là, j'avais le débat, est-ce que je mets un droitier ou... Puis c'est vrai qu'un bon défenseur peut jouer à droite comme à gauche. Moi, Schaefer dans mon top 6. Avec Thomas Harley, s'il il va mieux côté santé. Ouais. Puis tu as Travis Sanheim aussi qui est dans l'équation. Il y a Shea Theodore qui est pas loin. Pour moi, Drew Doughty est comme avance en âge. Fait que c'est mes 7. OK. Ben moi, j'ai pris 12 attaquants. C'est un millimélo. Il y a un paquet de joueurs de centre là-dedans. Je ne sais pas comment j'organiserais ça. Mais voici les noms. McDavid, McKinnon, Celebrini, Bédard, Crosby, Marner. Bédard va peut-être être blessé en passant. Ouais, mais je le mets là. OK. Hagel, Reinhardt, Marchand, Bennett, Scheifele et Tom Wilson.
Je n'ai pas de Braden Point. Je n'ai pas de Robert Thomas. Et non, je n'ai pas de Nick Suzuki. Écoute, si t'as pas Point et Thomas, tu peux très bien ne pas avoir Suzuki. Ça se défend. Voilà. Moi, je le mettrais probablement, mais c'est correct. Probablement, évidemment. Ben Alors quoi? voilà, j'ai Ben ni non, Point mais ni Thomas. c'est pas un gars de 50. J'adore Robert Thomas, tu sais. C'est pas non plus de mettre Suzuki dans la formation, c'est pas tirer par les cheveux non plus complètement. Là. Arrête, là, Simon. C'est comme si je mettais un gars de 50 points parce qu'il joue pour le Canadien, là. Non, c'est pas tiré par les cheveux. Il va peut-être l'être, hein, tu le sais. Moi, je pense qu'il va l'être. Moi, je pense qu'il va l'être. Ben voilà. Ouais. On passe à autre chose avant que ça dégénère. Samuel Maltais. Snake, dans une plus petite mesure, peut-on faire un parallèle avec la chute de Gavin McKenna dans les listes avec celle d'Angelo Esposito, qui était le premier choix unanime un an avant son repêchage? Bien, le parallèle, c'est que Angelo Esposito on parlait de lui comme le futur premier choix de 2007. Ce n'est pas arrivé. Il a descendu quand même beaucoup au 20e rang. Gavin McKenna ne descendra pas au 20e rang. Je pense que Gavin McKenna, au maximum, s'il descend, ça va être 3e. Peut-être un parallèle avec James Hagan? Plus avec Higgins, sauf que Higgins n'était pas aussi louangé que Esposito l'était à l'époque et que Gavin McKenna l'a été depuis 3 ans. Gavin McKenna, puis j'étais le premier à embarquer dans le train, c'est peut-être le prochain McDavid. Ouais. JP Morin. Pouvez-vous me parler de Tynan Lawrence, classé premier espoir au repêchage de 2026 par Corey Pronman, et quelle crédibilité apporter à ce classement s'il place Gavin McKenna à 4e? Oui, M. Pronman a eu beaucoup de commentaires négatifs la semaine dernière suite à ça. Malheureusement, il y a beaucoup de commentaires qui viennent de gens qui ont jamais vu jouer Tynan Lawrence. Tu en as parlé au début quand on parlait du championnat mondial junior. Oui, c'est ça. Non, mais pour parler de Lawrence un peu, Tynan Lawrence, c'est un joueur probablement qui a les meilleures habiletés brutes, le talent brut du prochain repêchage. Bon, ceci étant dit, j'aime mieux Stenberg, mais est-ce que j'hésiterais entre Lawrence et McKenna? En ce moment, je dirais oui, j'hésiterais. Probablement pour le 3e rang, j'aurais Verhoff 2e, mais ça, c'est très, très préliminaire. Quelle crédibilité apporter au classement si McKenna 4e? Ben, tu sais, ça, c'est un petit peu comme Shane Wright. Shane Wright, quelqu'un qui ne classait pas Shane Wright premier, on disait qu'il n'y avait pas de crédibilité. Shane Wright est parti 4e quand même. Alors, Gavin McKenna, s'il ne sort pas premier, tu sais, puis Pronman n'est plus le seul. Là. Il y en a qui l'ont 3e. Il y a d'autres analystes qui l'ont 3e. Mais Lawrence, gros espoir offensif dans la USHL en ce moment, il est absolument dominant. Yannick Collin. Salut Snake, où avais-tu Carey Price à l'année de son repêchage? Bien, les gardiens, j'ai de la misère à les intégrer à un rang particulier parce que je me dis toujours, tu choisis un gardien à partir du moment où sur ta liste, tu n'as plus de joueurs d'impact. Sauf qu'il y a des gardiens, tu vas faire des exceptions. Vasilevski, je l'avais 2e parce que je trouvais que ce serait un gardien absolument exceptionnel. Alors, Carey Price, moi, je te dirais, là, cette année-là, si je retourne sur le repêchage de 2005, évidemment, j'aurais pris Sidney Crosby avant lui, j'aurais pris Andrzej Kopitar avant lui. Ça, c'est certain. Mais la question est de savoir, est-ce que j'aurais pris un Bobby Ryan avant Carey Price? Ça, je pense... Regarde, j'étais pas le plus gros fan de Bobby Ryan, mais c'est possible que je l'aurais pris avant. À part ça, il n'y avait pas vraiment de joueurs qui m'emballaient. Jack Johnson, j'aimais beaucoup à la défense. Alors, fait qu'il n'était pas loin du top 5. Je l'aurais pris 5e. OK. Probablement. Ouais. Mathieu Viau-Renaud. En quoi Struble et Jack Hayes sont utiles pour le CH? Wow. On reproche la physicalité des défenseurs et c'est supposé être l'une de leurs forces. Pourquoi tu dis wow? Ben, c'est quand même une grosse question. Les deux, en quoi ils sont utiles? Ah, c'est des 6e, 7e. C'est des 7e défenseurs, les deux, dans le fond. Ouais. Moi, j'ai hâte qu'Engstrom prenne sa place puis qu'il y en a un des deux qui débarque. Puis Goulet va revenir. Là. Ouais. C'est correct, en tout respect. Pour se reblesser dans 2 semaines après, mais en tout cas. Ouais. Oui. Jean-Philippe Lambert. Depuis quelques années, je remarque que plusieurs fils d'anciens joueurs se font... Des fils, hein, je pense. Oui, c'est différent des fils des fils. Un fil, c'est ça. Un fils, c'est quelqu'un qui est né de la paternité. Là. Absolument. J'ai lu juste le mot. J'ai pas lu le sens. Donc, on parle de fils, là. Hein? On parle bien de fils. Je remarque que plusieurs fils d'anciens joueurs se font repêcher dans la LNH. Par exemple, cette année, Malhotra, Colin et Dagenet.
Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Est-ce que le fait que leur père ait joué au plus haut niveau procure des opportunités dans le hockey mineur? Écoute, c'est pas ça fait pas juste quelques années, là. Ouais. Ça a tout le temps été comme ça. Oui, par contre, il faut que le gars soit bon. La preuve, c'est que, si je me rappelle, à l'époque, Guy Lafleur, son fils Martin, jouait. Mais Ouais. il y a un moment donné, il a arrêté de jouer parce qu'il n'avait pas probablement le talent nécessaire pour aller plus haut. On dit souvent, dans les gènes, il a grandi dans Ouais. un environnement, Ouais. il s'est acclimaté, puis tout ça, mais comme tu dis, il faut que ce soit bon. Oui, mais du côté acclimatation, c'est sûr que c'est plus rapide. Parce que quand le petit gars, à l'âge de 3 ans, il est dans un vestiaire de Ligue nationale, quand il arrive à 18 ans, il n'est pas starstruck. Là, Puis tu sais. tu as les parents qui ont pu donner des conseils Ben aux oui. jeunes aussi. Ben, là. ça Ils vaut l'ont dans vécu. n'importe quel Ben oui, domaine. c'est Si sûr. ton père est médecin, si ton Ouais. père est menuisier, si ton père. Ouais. Tu sais, bon. Cédric Kane Beauchamp. Que se passe-t-il avec Marco Casper? Après un bon début de carrière AHL et une première saison LNH plus que respectable, est-ce normal de voir une si grosse Je régression? suis curieux de Ouais, t'entendre. ouais, Marco Casper, un joueur que j'aimais beaucoup. 8e au total en Ouais, 2022. 8e au total. Je trouve ça bien correct. Je pense que Casper, c'est dur à expliquer, mais il rentre dans la catégorie de certains joueurs que, tu sais, il y a des joueurs, tu sais que peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont faire des points. Tu sais, là, on parle des McDavid, les McKinnon, les Crosby et compagnie. C'est des genres de joueurs, les points vont les suivre. Il y en a d'autres, des joueurs qui ont des bonnes et des mauvaises saisons, dépendant des circonstances. J'ai parlé de Kapanen tout à l'heure. Une année, il peut faire 4 buts, une année, il peut en faire 20. Pour ce qui est de Casper, moi, je trouve qu'il joue bien, mais il lui manque peut-être le petit quelque chose offensivement pour devenir un gars plus dominant et donc que les points viendraient automatiquement. Il a besoin de travailler plus fort pour aller chercher ses points. Mais qu'espères-tu de lui aujourd'hui? Qu'espères-tu? C'est ça? Ça y a pris du temps. Hein? Oui. Oui, oui. Mais garde le nom du prochain intervenant. Là. Yvan Despoques. Très fort. Écoute, il y a vraiment des cellules dormantes. Ah oui, oui. Ah, oui. Ah, c'est fou. Salut Snake. Ton expertise dans l'évaluation des jeunes joueurs est indéniable. Mais quelle est la différence entre toi et les recruteurs de la Ligue nationale? Boy. Ben, Il je, ouvre laisse, un verre je, de laisse, pardon. je laisse Mathias répondre. Je laisse Pag répondre. Jeunesse Julien. Prochaine question. Ben non, mais Ben qu'est-ce non, mais que tu réponds-moi, dirais? qu'est-ce que Non, tu mais veux qu'est-ce que dire? tu dirais? Ben, moi, je trouve que tu devrais être dans la Ligue nationale. Je trouve que tu as un œil pour ça. Là, je vois avec ton à une certaine époque, je me demandais si tu pouvais travailler en équipe. Puis là, je vois qu'avec Gatineau, tu es un gars d'équipe, puis tu es un gars qui rentre bien. Tu as quand même changé beaucoup avec les années. Avant, tu étais plus un scout virtuel, un commentateur, alors que là, avec justement ton expérience en hockey junior, puis les années, l'expérience, tu es un vrai scout. Moi, OK. je te verrais dans la Ligue nationale. Écoute, je te remercie beaucoup. Mais Ouais. je te le souhaite, puis en même temps, je ne nous le souhaite pas, parce que je ne veux pas te perdre, mais c'est la vie. OK, merci. C'est correct comme réponse, ça? C'est bien, c'est bien. Ouais. On entend, moi, si je peux me permettre une question, on entend souvent, par exemple, les autres scouts qui vont aller enquêter sur la famille, sur les entourages, les proches. Puis toi, tu dis souvent que ça t'intéresse moins, tu te concentres sur le projet hockey. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que, tu sais, mettons, l'équipe de la Ligue nationale te dise, il faudrait vraiment que tu aies C'est sûr que je le ferais. Ouais. Parce que là, j'aurais l'emploi. Mais c'est sûr que quand je dis que ça ne m'intéresse pas, c'est qu'en étant de l'extérieur, le profil, moi, d'un tel ou d'un tel de la Ligue nationale de hockey, comment tu veux que j'aille enquêter là-dessus? Ou même si je pouvais le faire, souvent, ça va être des informations de seconde main. Mais dans le travail que je fais à Gatineau, c'est sûr que ça fait partie de ça. Quand on a des contacts avec les joueurs, on fait des zooms avec les joueurs, des fois on les rencontre OK. en personne. C'est sûr qu'on essaie de voir un peu d'où le jeune vient. Mais, Ben oui. mais tu peux lui donner un rôle spécifique aussi, c'est d'analyser le talent, là, une espèce de recruteur gadget. Là. Oui, c'est ça. Très fort. Il est fou. Gabriel Quentin. Salut les gars. Qui, selon vous, sera le plus gros vol, Demidov 5e ou Zarovski 34e? Ben, en raison du fait que Zarovski a été choisi 34e, je vais prendre Zarovski parce que d'après moi, il va vraiment beaucoup surperformer son rang de sélection, alors que Demidov, c'est quand même un top 5. Et oui, il va peut-être devenir le deuxième meilleur joueur du repêchage, mais je pense que Zarovski
va vraiment surperformer. Hey, c'est drôle parce que j'ai lu ça sur Twitter. Je pense que c'est vraiment un lecteur ou un auditeur. Là. C'est pas un spécialiste. Puis il disait Zarovski et Pickford ou Victor Eklund et Hutchison, les deux choix à 16 et 17. Tu fais quoi, toi? J'aime beaucoup Victor Eklund, mais je suis pas un grand fan de Chesson, alors je vais y aller avec Zarovski-Pickford. Ah oui? Et j'aime plus Zarovski qu'Eklund, ou à peu près pareil, mais en fait, on verra. Mais j'aime mieux Pickford. Je suis pas un grand fan de Chesson, alors Zarovski-Pickford. Wow! Ouais. OK. Puis moi, tu sais, je suis pas un homer, là. Non, ça, on le sait. Oui, ça va bien. Oui. Moi, mais ça a plus de crédibilité dans ce temps-là. Tu penses pas? Oui, mais là, tu vas peut-être revenir sur tes... C'est parce que Zarovski, il a l'avantage de ne pas porter l'uniforme du Canadien. Le pauvre, dans 2 ans, là, ça va être fini. Aimes-tu encore Demidov? Moins. Pardon? Aimes-tu encore Demidov? Moins. De quoi? T'aimes moins les Demidov, là, depuis qu'il joue pour le Canadien. Non, je l'aime autant, Demidov. Ah oui? Ben oui. OK, parfait. Puck Norris. Hey, c'est fou, là. Question pour le maître des jeux de mots. C'est toi, ça? Je sais pas encore, aussi connu sous le nom de Snake. T'es rendu un maître des jeux de mots, toi. Envers et contre tous. Peux-tu nous parler du développement d'Alexis Lafrenière? A-t-il atteint son plafond? Est-ce que les Rangers l'ont mal développé? Et pour finir, serait-il mieux ailleurs qu'à New York? Moi, je pense que oui. C'est une combinaison de choses. Je pense qu'Alexis Lafrenière, à la base, n'était pas aussi bon que certains le croyaient. Je pense qu'il y avait un peu des lacunes là, dans son coup de patin qui lui nuisent dans son jeu. Mais je crois également que les Rangers n'ont pas fait la bonne chose. Je sais que ça se gagne, le temps d'avantage numérique. Mathieu, je sais que le temps de glace, ça se gagne, mais il y en demeure pour moi que quand tu repêches un gars comme ça, premier, à un moment donné, il faut que tu lui donnes une chance. Puis je crois qu'au début, Lafrenière, OK, c'est correct en commençant, mais il était quand même physiquement prêt. Il est arrivé à 19 ans dans la Ligue nationale, puis il moisissait sur le 3e trio. Émilie Castonguay l'a expliqué dans, excuse-moi de reparler d'histoire de repêchage. Vas-y. La COVID n'a pas aidé. Ouais. Parce que d'habitude, un jeune se retrouve avec un premier choix total, se retrouve avec un club en reconstruction. Et là, avec les règles qui ont changé et tout ça, tu te retrouves avec une équipe aspirante, les Rangers de New York. Quand est-ce que tu vois jamais ça? Non, c'est rare. T'sais, même les Islanders ne sont pas un club aspirant, puis Schaefer quand même exceptionnel. On remonte 1000 ans en arrière, mais Guy Lafleur en 71, il était 3 ans pratiquement à ne pas jouer. Fait que dans une année normale, Lafrenière se retrouve avec... À sa nausée, mettons. Ben oui. Puis là, let's go, joue mon chum. Ouais. C'est vrai, ça. Kenny David. Nemec ou Reinbacher? David Kenny? Oui. Moi j'aime bien Reinbacher, mais je vais avec Simon Nemec. Moi aussi. Nemec. Aussi. Pardon. Vincent Parenteau. Snake a dit à plusieurs reprises qu'il ne croyait pas aux chances des Hurricanes de gagner la Coupe. En comparaison avec les Canadiens, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de si différent entre les deux équipes qui ferait en sorte que les Canadiens ne seront pas seulement une équipe de corridors, plus comme la Caroline? Je pense que le plafond du Canadien est plus élevé et je crois qu'il est loin d'avoir été atteint encore pour toutes sortes de raisons, la jeunesse de beaucoup de joueurs. Écoute, je ne suis pas en train de dire que le Canadien va gagner la Coupe, mais je dirais que le plafond est là. Tandis que la Caroline, c'est une équipe, d'après moi, qui est arrivée à maturité et qui a atteint... le mieux qu'ils puissent faire, c'est ce qu'ils font en ce moment, d'après moi. Puis il manque quelque chose dans cette équipe-là pour devenir une équipe championne. Puis, ça manque de chien, hein? Ça manque de chien. Ça manque peut-être aussi un super défenseur offensif. En tout cas. Eux autres, pour Quinn Hughes, ça les aurait aidés en passant. Ouais. Un Tom Wilson, là, ça les aiderait. Ça aussi. Mais un Quinn Hughes qui était disponible. Je crois qu'ils ont fait une offre depuis la Brune. Semble-t-il. Sébastien Houd. J'écoute beaucoup votre podcast et j'aimerais vous soumettre une petite idée. Snake a souvent parlé de son abonnement au logiciel qui permet d'écouter les présences des joueurs. Ça semble coûteux, mais tellement fascinant comme outil. Est-ce que ce serait envisageable d'inclure un segment où vous en faites une mini-démonstration? Je pense que ce serait vraiment captivant pour les auditeurs de voir concrètement comment ça fonctionne. Oui, ça serait difficile parce que ce n'est pas à ce que je sache, ce n'est pas un produit canadien. Et puis en même temps, en tout cas, moi, mettons que il y a des droits d'auteur là-dessus et tout. Fait que je pense que ça serait plus difficile là, sur le podcast. Cependant, pour répondre à la question de Sébastien, je pense j'ai pas besoin de faire une mini-démonstration. Ce qui se passe, c'est que, imagine que tu vois un match, puis là, ils vont découper les 20 présents sur la glace de, je sais pas moi, les Hudson. Alors là, ce qui va arriver, c'est que dès qu'Hudson saute sur la glace, tu vas voir tout ce qui se passe.
Dès que Hudson débarque la glace, oups, on passe à l'autre. Fait que On ça passe dure- à l'autre. On passe à l'autre. Alors, ça dure, mettons, 20 minutes. 23 minutes au lieu de 60. Exactement. Et dans le cas des gardiens de but, comme j'ai regardé Fowler en fin de semaine, je l'ai regardé en rafale, on monte tous les jeux qui impliquent le gardien. Ça veut Ok. dire quand il manipule la rondelle, quand il arrête la rondelle, quand il y a un lancer qui frappe le poteau ou quand il y a un lancer qui rentre dans les buts. Alors, imagine que c'est un découpage. Tu sais, quand tu regardes les faits saillants, mettons, au bulletin de nouvelles de sport, ben, ils vont passer d'un but à l'autre. Bon, ben là, imagine que tu découpes une présence à l'autre d'un joueur, fait que tu as l'impression que tu vois juste le joueur jouer. Et ça m'a frappé parce que quand je regardais les Islanders au début de la saison, je regardais Matthew Schaefer jouer et je voyais un match différent que quand après ça, je regardais un match au complet. Ah oui, hein? Quand Schaefer était sur ouais. la glace, les Islanders étaient une toute autre équipe. Wow. Puis est-ce que c'est toujours le plan large de la télévision? Ou tu C'est peux- le plan exactement Ah ouais. de la télévision. Tu vas avoir souvent les images de RDS ou de Sportsnet, tout. Ouais. OK. On termine avec Alex Fréchette. Question pour le serpent. Jonathan Lekerimaki fait la navette entre la LNH et la AHL constamment. J'essaie de comprendre pourquoi on traite un espoir de premier plan de la sorte. Que penses-tu de ce genre de traitement face aux jeunes joueurs et que penses-tu de Lekerimaki? Y a-t-il un espoir de premier plan? Non. Alors, c'est ça la réponse. Je sais qu'il a été repêché au milieu de la première ronde. Et c'est souvent ce cas qui arrive. Au milieu de la première ronde, il n'y a pas de garantie. On en parlait l'an passé quand le Canadien avait les 16e, 17e choix. Qu'est-ce que tu avais écrit dans ton article, Mathias? Tu avais fait une preuve que c'était 1 sur 1, Ouais. 1 sur 2. C'était 50% de chance. Exact. Donc, Lekerimaki, moi, je trouve que c'est un gars qui avait un certain talent là, de marqueur en Finlande, mais il y a beaucoup de difficultés avec la vitesse d'exécution ici en Amérique du Nord. Puis là, il fait la navette. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, un gars comme Lekerimaki, surtout Vancouver n'a rien à perdre, fais-le jouer. Ben oui. Donne-y 25-30 matchs comme essai, puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais le yo-yo, c'est épouvantable parce que le joueur doit constamment s'habituer puis se déshabituer à un rythme de jeu, un style de jeu. C'est sûr. C'est très, très mauvais la façon dont on le développe, mais c'est sûr que Lekerimaki, c'est pas un grand espoir. C'est fascinant quand même. Tu réussis à choisir le nombre de questions exactes. Puis ça finit pile entre 40 et 45 minutes. Une précision chirurgicale. Est-ce que tu calcules le temps de tes réponses aussi? Non, parce que souvent, je me retrouve avec un débordement de Ah oui, questions hein? que Ok. j'utilise la semaine suivante. Mais je trouvais que, pour finir, parce que pour ceux qui ne savent pas, on prend congé 2 Ouais. semaines et on revient le 6 janvier avec un nouveau podcast régulier et les extras, parce qu'évidemment, les gens qui nous écoutent, c'est des gens abonnés aux extras. Nouveau podcast régulier? Même podcast Mais un nouvel épisode du podcast. Ah, un nouvel régulier. épisode. OK. L'épisode 15 a lieu le 6 janvier. Donc, si pendant 2 semaines, vous voyez qu'on n'est pas là, on n'est pas disparu des ondes, Ouais. on revient le 6 janvier. Sipon, merci. Pag, merci. Merci les gars. Julien, Olivier, on s'en va manger? Yes! Yes!